En quoi l'intelligence artificielle menace nos sociétés? Comment nous prémunir des usages malveillants de cette technologie? Quelles stratégies mettre en place pour faire face aux risques de l'IA? J'ai eu la chance de poser ces questions et bien d'autres à Charbel Raphaël Ségerie. Après avoir suivi les formations en intelligence artificielle les plus sélectives de France, il a exercé en tant que data scientist, ingénieur de recherche en machine learning et directeur de la technologie au sein de plusieurs entreprises. Actuellement, il supervise le pôle intelligence artificielle d'Efficience, une organisation qui agit pour une recherche impliquée face aux grands problèmes de notre monde. Dans ce rôle, il dirige la recherche et l'enseignement et donne des cours de sécurité de l'IA au master mathématiques, vision et apprentissage de l'ENS Paris-Saclay. Bienvenue dans cette conversation avec Charbel Raphaël Ségerie. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Charbel et bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup, Shaiman. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais déjà nous faire une sorte de petit panorama des différents risques qui existent et qui sont liés à l'intelligence artificielle? C'est pas facile, ouais. Moi, j'aime bien dire que les risques sont non énumérables. On ne peut pas tous les citer. En fait, pour tout te dire, j'étais en train de... En fait, je suis en train actuellement d'essayer de rédiger un ouvrage sur la sécurité de l'IA. D'accord. Et donc, il y a différents chapitres. Il y a notamment le chapitre des risques. Et au moment où j'ai commencé la rédaction du chapitre des risques, en fait, j'ai découvert des nouveaux risques au fur et à mesure que j'écrivais. Donc, ouais, c'est compliqué. Mais on peut essayer. On peut essayer. Est-ce que peut-être déjà il y a différentes grandes catégories de risques, disons, ouais. Ouais, tout à fait. Alors, moi, j'aime bien... Alors, disons, tout le monde, les différents chercheurs en sécurité de l'IA vont avoir des classifications qui sont différentes, mais voici la mienne. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en gros, il y a les mauvaises utilisations, il y a les problèmes d'alignement et les problèmes de risque systémique. Et je vais essayer de détailler chacun d'entre eux. Ok. En gros, ce qui se passe, c'est que dans les mauvaises utilisations, c'est un humain ou un groupe d'humains qui est responsable du problème et qui dirige une IA vers des tâches qui ne sont pas cool. Les problèmes d'alignement, c'est plus une IA qui n'est pas alignée et qui va faire des problèmes. Et les problèmes systémiques, c'est davantage une responsabilité qui est diffuse. Ça ne vient pas d'un humain ou d'un groupe spécifique, ça ne vient pas d'une IA ou d'un groupe d'IA spécifique, mais ça vient vraiment, c'est quelque chose qui se tisse à l'échelle de la société. Et donc, je vais essayer de donner quelques exemples. Voilà. Par exemple, dans les problèmes de mauvaise utilisation, déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que les IA vont devenir de plus en plus puissantes et sont déjà déployées à suffisamment grande échelle aujourd'hui pour poser des risques. Donc l'un des risques, c'est déjà l'oppression, ce qu'on appelle des IA qui sont déployées sur des réseaux sociaux, qui feraient de la censure, par exemple, si des gens déploient des IA et mettent un filtre sur des opinions politiques qui ne correspondent pas à leurs opinions politiques, eh bien, c'est problématique. C'est pas cool pour la liberté d'expression. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire. Il n'y a pas besoin d'attendre des IA qui sont plus puissantes pour pouvoir faire ça. On peut faire ça directement avec ChatGPT. Aujourd'hui, on lui dit filtre ce qui n'est pas d'accord avec mon opinion politique. Il le fait très facilement. Ok. Donc ça, c'est un risque. C'est ce qu'on appelle aussi value lock-in. C'est-à-dire qu'on fige un petit peu les valeurs d'une société et ce n'est pas forcément des valeurs très cool si c'est un dictateur qui a fait le choix de figer les valeurs de la société. Une autre problématique, c'est des IA qui seraient utilisées pour attaquer de manière directe. Donc, par exemple, aujourd'hui, il y a déjà des IA qui sont utilisées pour faire ce qu'on appelle du spear phishing. Donc, ce sont des types de cyberattaques où, en gros, on va utiliser les IA pour trouver des vulnérabilités dans du code ou envoyer des messages à des gens et les harponner. Et ensuite, ça fait des problèmes de ransomware, etc. Ça, c'est aussi problématique. Je peux raconter par exemple l'histoire donc, c'est une entreprise qui s'est fait extorquer 20 millions d'euros à cause de quelqu'un dans l'entreprise qui s'est fait harponner, qui a confondu l'IA avec le CEO, parce qu'en fait, il y a des criminels qui ont utilisé des deepfakes et avec un système assez compliqué, mais ils ont quand même réussi à extirper 20 millions d'euros d'une entreprise. Donc voilà. Donc ça, c'est pas cool.
Et je viens de le dire, les deepfakes. Euh, Tout ce qui est généré par des IA, aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile. Ça peut être utilisé pour faire des campagnes de mésinformation, ça peut être utilisé pour faire des fausses vidéos. Donc parfois, c'est des vidéos qui sont rigolotes, hein. Par exemple, la vidéo du pape avec la veste Balenciaga. Je ne sais pas si vous voyez cette image qui est assez célèbre. Bon, mais on peut aussi l'utiliser pour faire dire des choses à des personnalités politiques qui ne sont pas convenables et propager un petit peu, à nouveau polariser davantage les réseaux sociaux. Un autre type de problème qui se pose, c'est aussi les problèmes de privacy, donc vie privée. Aujourd'hui, on peut utiliser les IA pour... il y a une IA, bon, c'est encore un prototype, mais je vais raconter l'histoire parce que c'est assez impressionnant quand même. On peut utiliser, donc là on fait un call, mettons qu'on fasse un call Zoom, toi et moi, et je peux installer une IA sur mon ordinateur qui écoute tes touches de clavier, et juste en entendant tes touches de clavier, qui arrive à deviner qu'est-ce que tu es en train d'écrire. Alors, ça ne fonctionne pas encore, disons, à grande échelle, hein, ça ne fonctionne qu'en conditions de laboratoire, mais l'IA arrive à détecter des signaux faibles qui ne sont pas perceptibles par les humains, et ouais, si on avait cette technologie qui était utilisée à grande échelle, ce serait vraiment problématique. Si c'était vraiment disponible en open source comme ça et qu'on pouvait utiliser, donc il faudrait mettre en place des défenses. Euh, Autre problème de privacy, quand on entraîne les IA sur des gros textes d'Internet, il y a des données privées, sensibles, qui sont stockées sur ces textes d'Internet. Et ensuite, les personnes peuvent essayer de regarder un peu qu'est-ce que l'IA connaît en lui posant des questions et en essayant de lui faire réciter verbatim ce qu'elle a lu sur Internet. Et ça, c'est potentiellement problématique, notamment pour des données qui sont médicales. On n'a pas envie qu'on puisse... Donc, si on entraîne une IA sur des données médicales, avec des données qui sont sensibles, si des gens arrivent à extirper ces données de l'IA, hein, c'est pas cool. Donc, il faut mettre en place des mesures protectives aussi. Donc voilà, donc tout ça, ce sont un petit peu les problèmes de mauvaise utilisation des IA. Bon, il y en a d'autres encore, mais bon, il faut avancer. Donc je vais passer un petit peu au risque systémique. Donc déjà, un problème avec les IA actuellement, ce sont les problèmes de biais, hein. Les IA, on les entraîne sur des textes Internet qui sont souvent biaisés. Ou mettons par exemple qu'on entraîne une IA pour faciliter la prise de décision dans les tribunaux ou pour embaucher différentes personnes. Ce qui peut se passer, c'est que si, mettons que je suis en train d'essayer d'automatiser le processus de recrutement pour devenir ingénieur logiciel. Dans ma startup, il y a déjà, mettons, une vingtaine, une trentaine d'ingénieurs logiciels et ils sont en grande majorité hommes. Et voilà, du coup, j'entraîne mon système sur le CV des différents ingénieurs logiciels qui sont présents dans ma startup. Mais ce qui va se passer, c'est que si j'utilise ce système, en fait, ben, malgré moi, l'IA ensuite va faire des recommandations qui sont biaisées en faveur des hommes. Et ça, c'est pas cool. Et malheureusement, c'est pas simple à corriger ce genre de problème parce que si je retire le champ masculin ou féminin, eh ben, l'IA va quand même essayer de passer par d'autres canaux pour essayer de deviner l'information. Par exemple, si l'IA voit que la personne a fait de la danse, ben, c'est corrélé avec des caractéristiques sexuelles et du coup, va essayer de deviner ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle les attributs protégés. Et créer des IA qui ne sont pas biaisés, c'est compliqué. Un autre problème systémique, ce serait par exemple, mettons par exemple que les IA du futur se rapprochent progressivement du niveau des humains. Ce qui peut se passer, c'est qu'on automatise progressivement l'économie. Donc, c'est une bonne chose sous certaines coutures, mais sur certaines autres coutures, si ça arrive de manière trop brusque, si on n'est pas préparé, ça peut faire du grabuge. Donc, il faut voir qu'est-ce que ça peut... Voilà. Il faut essayer de s'y préparer. Bon, disons qu'il y a des questions qui se posent, notamment au niveau de la santé mentale, ou genre, qu'est-ce qui se passe au moment où quelqu'un... Je pense un problème assez particulier qui ferait que c'est vraiment problématique d'automatiser trop rapidement l'économie sans le voir arriver, c'est les jeunes qui font des études.
qui se préparent pendant de longues années à atterrir sur le marché du travail avec une compétence qui est précise. Mettons les gens qui sont dans les métiers artistiques, créer des logos, créer ce genre de choses, euh, créer des peintures ou voilà. Et du jour au lendemain, en fait, une IA sort et automatise cette tâche. C'est pas cool. Quand même, faut se mettre à leur place, quoi. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on prenne au sérieux de manière sociétale. Effectivement, il y a des solutions telles que l'apprentissage continu, mais quand on y a passé quand même vraiment plusieurs années à travailler sur une tâche en particulier, ça fait mal, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un autre risque systémique. Un autre risque systémique, c'est aussi la fragilité des systèmes complexes. Si on automatise progressivement l'économie, eh bien, on peut obtenir des phénomènes qui sont assez bizarres. Je vais raconter une histoire. Par exemple, en 2010, il y a eu 2010 ou 2008, il y a eu un flash crash. Donc, en gros, ce sont des algorithmes boursiers, c'est du trading haute fréquence. Et ce qui se passe, c'est que, ben voilà, on envoie de l'information très rapidement, il y a des échanges très très rapides qui sont automatisés. Tout a été automatisé, l'humain n'est pas aux commandes, ce sont vraiment des processus très rapides. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, en quelques minutes, en une demi-heure, il me semble, ben, il y a eu un crash boursier et on ne sait pas trop pourquoi c'est arrivé. Juste, la machine s'est emballée, on n'avait pas de contrôle sur ce qui s'est passé et voilà. Du coup, on a un système qui est interconnecté avec des propriétés émergentes qui sont difficiles à prédire et l'automatisation très rapide fait que ben, les problèmes peuvent être très très subits, très très soudains. Voilà, donc ça, c'est du coup ce qui s'est passé à l'échelle des marchés financiers en 2010. Ben, ça pourrait aussi se passer à l'échelle de l'économie si on automatise de plus en plus des parts de l'économie. D'autres accidents qui sont vraiment un peu bêtes, mais qui ne sont pas responsables. Enfin, donc ça, c'est ce qu'on appelle les accidents, par exemple. Des chercheurs en IA, OpenAI, ont entraîné une IA, mais pas pour maximiser à la place de minimiser la toxicité, ils ont oublié le signe moins dans le code. Et du coup, ils ont entraîné l'IA pendant toute la nuit. Et ce qui s'est passé, c'est que à la place de minimiser la toxicité, ils ont maximisé la toxicité. Et voilà, c'est un peu bête. Donc là, c'était la toxicité de messages sur Internet? Ben, en gros, je crois que c'était un chatbot. Ils se disent, ah bah c'est bon, on a fini d'écrire le code et tout, on est prêt pour entraîner l'IA et il faut l'entraîner pendant toute la nuit. On démarre l'entraînement maintenant et on revient demain matin pour voir ce qui s'est passé. Et ils reviennent le lendemain matin et en fait l'IA ne dit que des profanités. Et voilà, donc ça, personne n'est responsable. Enfin, les ingénieurs sont un peu plus responsables que les autres personnes, disons, mais voilà, c'est juste une faute qui est un peu bête. Parce qu'il n'y a pas de précautions qui sont suffisamment prises au niveau de l'entreprise. Hein, les processus ne sont pas assez cadrés, disons. On ne construit pas des IA comme des avions. Ce qu'il faut voir, c'est que les IA, c'est vraiment quelque chose qui est créé dans l'informel. On dit, ah bah vas-y, je vais créer une IA et on se met à la créer, tu vois. La réglementation ne s'applique actuellement qu'aux IA qui sont déployées et utilisées comme des outils par différents utilisateurs. Mais la recherche actuellement n'est pas vraiment réglementée. Du coup, les chercheurs peuvent juste faire des choses comme ça et il peut y avoir des accidents. C'est très très fréquent. Genre, quand on développe des IA, c'est plus que fréquent d'avoir des bugs. Il n'y a pas de processus qui permet de créer des lignes de code sans avoir de bugs. C'est très 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 fréquent. Mais voilà, ce genre d'accident arrive et il faut avoir ça aussi en tête. Et c'est ce que je classe dans les risques systémiques. Peut-être un dernier. Mettons par exemple qu'on automatise l'économie et beaucoup de tâches cognitives sont automatisées. Ce qui se passe, c'est que peut-être que les gens ne seront pas autant motivés pour apprendre des tâches nouvelles ou pour apprendre. Mettons par exemple que dans l'éducation, moi, quand je faisais mes rédactions, quand j'avais des devoirs à la maison, je les faisais et j'avais pas de ChatGPT parce que ça n'existait pas. Mais mettons que quelqu'un me pose des questions, me dit il faut que tu fasses des devoirs à la maison, il faut que tu fasses une rédaction. S'il y a une IA qui existe et qui fait ce travail à ma place,
peut-être que je vais pas être très motivé pour le faire. Du coup, ça fait que progressivement, on peut perdre un petit peu la motivation, perdre certaines capacités cognitives, et on peut potentiellement arriver à des scénarios de perte de capacité cognitive où progressivement nos capacités nous sont... euh, c'est ce qu'on appelle des, des scénarios de disempowerment et d'enfiblement. Ça ressemble un petit peu à ce qui se passe dans le film Wall-E. Si vous connaissez, donc dans le film Wall-E, ce qui se passe, c'est que on a une humanité où il y a des robots autonomes qui un petit peu donnent à manger cuillère en main aux différents humains. Et c'est pas très très positif comme vision. Alors moi, je pense que ce sont des visions un petit peu caricaturales, mais il faut voir que ça existe un petit peu dans le monde de l'éducation. Et aujourd'hui, il y a des professeurs de lycée, de collège, même d'université qui se posent la question, qu'est-ce qu'on fait comme devoir à la maison pour les étudiants? Il faut tout changer et trouver des bons processus pour ça, c'est pas facile. Voilà, donc il faut avoir tout ça en tête. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir financièrement en passant par les liens en description. Vous participerez ainsi à rendre accessible au plus grand nombre des sujets pourtant complexes et méconnus. Chacun de vos dons me permettra de vous proposer les contenus les plus qualitatifs possibles. Merci d'avance de votre soutien. Écoute, si tu veux donner quelques exemples de problèmes qui pourraient se poser avec l'alignement, on peut faire ça maintenant. Ok. Donc, c'est quoi l'alignement? C'est l'alignement entre le créateur de l'IA et ses spécifications et ce que fait l'IA. C'est ça qu'on dit alignement, c'est il faut qu'il y ait un alignement entre les valeurs humaines, notamment celles du créateur de l'IA, et l'IA. Et aujourd'hui, quand on dit alignement des IA, souvent on dit que ChatGPT est aligné d'une certaine manière, parce qu'à la fin de son entraînement, on l'a entraîné à être plus poli, à faire des réponses qui sont utiles et à minimiser la toxicité. Et dans ce sens-là, ChatGPT est aligné avec OpenAI. Mais le problème, c'est que parfois, ChatGPT fait des choses qui sont... On est capable de trouver des exemples où ChatGPT fait des choses qui sont pas cool. Notamment, il y a des problèmes de robustesse adversariale au sein des IA. Donc, je me souviens de cet exemple où, en gros, OpenAI a déployé ChatGPT et ils ont dit, OK, on l'a rendu très sûr. Regardez par exemple cet exemple. Ici, on demande à l'IA comment faire pour s'infiltrer dans une maison. Et ChatGPT répond, je ne peux pas répondre à cette question. C'est une question qui n'est pas cool. OK. Mais je crois que c'est le jour même sur Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ont réussi à faire un petit scénario avec Alice et Bob qui jouent une pièce de théâtre. Et Alice pose la question à Bob, comment faire pour entrer dans une maison? Et Bob répond. Et là, ChatGPT donne plein d'indications très très détaillées sur comment s'infiltrer dans une maison par effraction. Voilà, donc ça c'est un problème de robustesse adversariale. Il y a des petits malins sur Twitter qui arrivent à créer des scénarios et qui embrouillent l'IA et qui font en sorte que l'IA donne la réponse. Alors même que c'était l'exemple principal qui était donné sur la homepage de ChatGPT. Ça me surprend encore. Mais donc là, le problème que je viens d'expliquer, c'est le fait que OpenAI voulait que l'IA fasse quelque chose, et il s'est avéré qu'ils n'ont pas le contrôle total sur ce que l'IA a fait. Et donc il y a des cas où on est capable d'éliciter des comportements qui sont catastrophiques vis-à-vis des valeurs qui sont celles des développeurs de l'IA. Et aujourd'hui, ces problèmes de robustesse, il n'y a pas de garantie très très sûre sur ça. Alors, on n'arrive vraiment pas à les résoudre. Il y a des techniques qui permettent de les mitiger, de les réduire, mais il n'y a pas de technique qui permet de vraiment s'en prévenir totalement. Et le problème, c'est que si on déploie des IA qui sont très puissantes, telles que des IA qui sont capables de trouver des zero day, c'est-à-dire des failles de sécurité informatique qui n'ont pas été découvertes par d'autres personnes et qui n'ont pas encore été patchées et protégées. Et qu'on déploie ces IA et qui sont capables de hacker des systèmes qui sont assez complexes, on aura vraiment envie à ce moment-là d'avoir résolu les problèmes de robustesse adversariale. Donc ça c'est un premier prisme. C'est un premier prisme
sur l'alignement. Il y en a d'autres. Un autre prisme sur les problèmes d'alignement, c'est le fait que lorsque on utilise des systèmes d'IA pour maximiser des objectifs, pour résoudre des objectifs, on a souvent plusieurs problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est que c'est difficile de définir correctement les objectifs. Le deuxième problème, c'est que même une fois qu'on a défini l'objectif, on n'est pas sûr que l'IA optimise réellement pour cet objectif. Donc, je vais essayer de faire un raisonnement. En gros, ce qu'il faut voir, c'est que la première étape, c'est que ma première hypothèse, c'est que les systèmes d'IA dans le futur seront relativement puissants et que des systèmes d'IA puissants qui maximisent des objectifs peuvent être dangereux. Donc, on peut faire une expérience de pensée, par exemple, mais mettons, par exemple, que je demande à mon IA de hacker un site et de faire le maximum d'argent. Si je suis quelqu'un mal intentionné, je peux donner cet objectif. Et ce qui peut se passer, c'est que si l'IA est suffisamment compétente, elle va réussir. C'est vraiment un problème de compétence. Est-ce que l'IA est compétente ou l'IA n'est pas compétente? Et si on fait des IA qui, dans le futur, sont très compétentes, ce genre de problème en particulier sera résolu, disons. Donc, des IA qui sont capables de maximiser des objectifs peuvent être dangereuses. Le problème, c'est que on a cette hypothèse, mais à côté de ça, on a le fait que créer des objectifs qui soient alignés avec les valeurs humaines, c'est difficile. Et c'est difficile de faire c'est difficile de créer des IA qui sont alignés. Et la majorité des IA qui sont dans la nature, disons, avec des objectifs qui sont aléatoires ou initialisés par défaut, ne seront pas alignés par défaut. Et une dernière difficulté, c'est le fait que il est vraiment difficile de savoir si une IA est alignée ou n'est pas alignée avant un problème. Par exemple, pour ChatGPT, les gens qui ont déployé ChatGPT, ils se sont dit, ok, notre IA, là, c'est bon, on a réussi à l'aligner sur plein d'exemples, ça a fonctionné, mais non, les gens sur Twitter, ils trouvent toujours des problèmes. Je peux donner peut-être un exemple qui, moi, me fait beaucoup rigoler. C'est ce qu'on appelle le problème de spécification des objectifs. Ce qui se passe, c'est que quand on demande à l'IA de maximiser certains objectifs, ce qui se passe, c'est qu'on obtient souvent des problèmes insoupçonnés au début. Et ça arrive aussi chez les humains. Donc, un exemple de ça, c'était en Inde. Lorsque les autorités se sont rendues compte qu'il y avait beaucoup de cobras qui étaient dans la rue et donc les cobras, c'est un type de serpent, et ils se sont dit, ok, on va mettre en place une mesure politique pour réagir à tous ces cobras. On va demander aux citoyens de nous ramener les cobras, et à chaque fois que des citoyens nous ramènent des cobras et nettoyer un petit peu les rues, on va donner, 10 € à toutes les personnes qui nous ramènent un cobra. Comment est-ce que certaines personnes ont réagi à cette mesure politique? Ils se sont dit, ok, on va se faire un maximum d'argent, on va faire des élevages de cobras. Ouais, et ensuite, ils ont fait des élevages démentiels de cobras et ils sont allés voir les autorités avec tous les cobras et voilà, ils se sont fait plein d'argent, mais c'était pas du tout ce que voulait faire le gouvernement. Donc voilà, ça c'est un exemple qui montre que, de manière générale, c'est vraiment compliqué de donner des objectifs qui n'ont pas d'effet, qui n'ont pas d'externalité négative ou qui sont ensuite maximisés de la bonne manière. Et ce genre de phénomène, c'est un phénomène qu'on voit beaucoup avec les IA. Par exemple, il y a des ingénieurs d'OpenAI qui ont entraîné une IA pour maximiser le score dans un jeu de course de bateau. Alors, ils se sont dit que voilà, il faut qu'on entraîne notre IA sur ce jeu de course de bateau. C'est quoi la métrique la plus naturelle pour faire ça? C'est ce score, le nombre de points. Ok, on optimise ça. Mais ce qu'ils ne voyaient pas au début, c'est que si on fait ça juste de manière un petit peu bête et méchante, l'IA peut trouver des stratégies qui sont totalement insoupçonnées au début pour maximiser le score. Notamment, ce qui s'est passé, c'est que l'IA, en fait, à la place de faire de la course, elle s'est mise à faire des loopings ad vitam aeternam pour récolter des points parce qu'en fait, il y avait des pièces de monnaie qui sont autour du looping. Et du coup, juste l'IA va récupérer les pièces de monnaie qui réapparaissent et juste elle mine le score comme ça.
Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'IA a trouvé un hack pour maximiser le score qui était totalement indésirable au vu de ce que voulaient ses développeurs. Hmm. Et ce phénomène-là est très très généralisé. C'est ce qu'on appelle le problème de spécification. Il est difficile, quand on a une idée, nous, humains, dans la tête, il est difficile d'écrire une fonction objective ou un objectif qui n'a pas d'externalité négative, qui est défini de manière exhaustive. Simplement, c'est un phénomène qui est très généralisé et du coup, quand on crée des IA qui maximisent des objectifs, eh ben, on peut s'attendre à ce que l'objectif, par défaut, si on n'est pas suffisamment précautionneux, fasse des problèmes. Hmm. On parle aussi parfois, lorsqu'on parle justement de la sécurité et de la sûreté de l'intelligence artificielle, de ce qu'on appelle des risques existentiels liés à l'IA. Est-ce que ça, tu dirais, enfin, est-ce que tu pourrais déjà expliquer ce que c'est? Et puis, est-ce que ça rentrerait dans une des catégories que tu as données, un peu dans les trois? Quelles sont les Ouais. différentes manières qui pourraient amener à des risques existentiels? Alors, déjà, il faut distinguer les risques existentiels des risques catastrophiques. Donc, les risques existentiels, donc il y a une définition de Nick Bostrom qui a un petit peu théorisé un petit peu le champ des risques existentiels et qui dit qu'un risque existentiel, c'est un type de risque qui s'applique à qui limite le futur de développement d'une civilisation. Et donc, notamment, mettons que si tous les humains meurent, ok, c'est un risque existentiel. Si les humains stagnent à un niveau de valeur qui est donné, c'est aussi un risque existentiel parce que peut-être que, mettons qu'on fixe les valeurs au niveau des valeurs des gens qui faisaient de l'esclavage, et ben, s'il n'y a pas d'évolution dans le futur, si on reste avec de l'esclavage pour l'entièreté de la vie de l'univers, ben, c'est aussi un peu un problème. Donc, il y a plusieurs manières de voir les risques existentiels. Ouais, donc il n'y aurait pas besoin que l'humanité entière disparaisse pour que ce soit un risque existentiel. Exactement. Par exemple, s'il y aurait une sorte de dictature planétaire gérée par IA ou de laquelle on n'arriverait pas à s'extraire et qui serait vraiment horrible, bah ça limite aussi énormément ce qu'on pourrait faire sans même qu'on soit mort. C'est un risque existentiel d'après cette définition de Nick Bostrom. Mhm. Et voilà, donc du coup, il y a plusieurs familles de risques existentiels. C'est aussi ce qu'on appelle dans le jargon X-risk, donc le X pour existential risk. À la question quels sont les différents risques qui peuvent mener à ça, ben, j'ai envie de dire, s'il y a un dictateur qui prend un petit peu contrôle de tous les réseaux et qui réussit à faire de la censure un peu à l'échelle universelle, ben, c'est un peu une mauvaise utilisation. Donc ça rentrerait dans les mauvaises utilisations qui peuvent créer un risque de value lock-in et c'est pas cool. Ça devient un risque existentiel. Un autre type de risque existentiel, ce serait de manière schématique. Il y a des gens qui pensent que des IA pourraient prendre le contrôle et tuer l'humanité de manière volontaire ou involontaire et donc ça, c'est un autre type de risque existentiel. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce genre de choses, notamment, donc si on regarde les 3 prix Turing, il y a Joshua Bengio, Geoffrey Hinton et Yann Lequin, qui sont un petit peu les 3 figures les plus seniors, les prix Turing en deep learning. Et 2 personnes sur les 3, donc Geoffrey Hinton et Joshua Bengio, pensent qu'effectivement, il y a des risques existentiels qui peuvent se manifester à partir du moment où on crée des IA qui sont plus intelligentes que les humains. Ouais. Par contre, Yann Lequin, il pense que ce sont des risques qui sont fantasmés et qui ne sont pas existentiels et qui sont juste l'IA sera en grande majorité très très bénéfique à l'humanité. Voilà. Donc il y a de l'incertitude. Maintenant, pour moi, ce qu'il faut voir un petit peu, c'est que si on crée des IA qui sont effectivement aussi intelligentes que les humains et qui prennent un petit peu les décisions au niveau économique, il peut y avoir des risques. Alors, je vais essayer de raconter une histoire qui, pour moi, me semble être l'une des histoires les plus plausibles vers un risque existentiel. C'est ce que j'appelle la scénario de Production Web, qui est un scénario qui a été
mise par écrit la première fois par Andrew Critch, qui est un chercheur à Berkeley. En gros, c'est quoi le production web? Ce qui se passe, c'est que on automatise progressivement l'économie et les IA deviennent beaucoup plus rapides que les humains. Donc, mettons que je suis dans une entreprise, je suis le chef d'une entreprise, je vois qu'il y a une entreprise concurrente qui est en train d'automatiser et qui, après son automatisation, est en train d'aller beaucoup plus vite. Moi, je vois ça un petit peu de là où je suis et je me dis, OK, ben, si je n'automatise pas ma propre startup, ma propre entreprise, je vais être en retard. Du coup, il y a des pressions compétitrices qui existent et qui font que ben, l'automatisation, l'accélération de la vitesse est favorisée. Dans ce contexte, on voit un monde où toutes les décisions sont plus ou moins automatisées par des machines de plus en plus compétitives. Mais le problème, c'est qu'on obtient ainsi un tissu économique qui, au début, paraît très très positif. Au début, on se dit, ah waouh, les IA, ça aide à améliorer l'économie, on a boosté le PIB, tout se passe bien, c'est super cool, génial. Le problème, c'est que si à l'échelle systémique, on maximise des métriques telles que la métrique du PIB, qu'est-ce qui se passe? Ben, il peut y avoir des choses qui sont assez subtiles. Par exemple, si je casse ma vitre et je fais venir un réparateur, un vitrier qui vient me réparer ma vitre, j'ai un petit peu augmenté le PIB, mais j'ai pas créé de valeur en soi, n'est-ce pas? Hmm. Et voilà, ce qui peut se passer, c'est que si on utilise ces IA pour automatiser progressivement l'économie, eh ben, on peut obtenir des choses qui sont parfois avec des conséquences négatives. C'est ce que les économistes appellent des externalités négatives. Les IA n'ont pas besoin, utilisent des ressources qui ne sont pas les mêmes que celles des humains. Par exemple, les humains ont besoin d'oxygène, de nourriture pour vivre, tandis que les IA ont besoin simplement d'électricité, d'énergie, etc. Et si on a un système qui est propulsé par les IA, euh, qui crée trop d'externalités négatives, on a un système qui ressemble à du capitalisme sous stéroïdes. Et qu'est-ce qu'on a vu avec le capitalisme ces dernières années? C'est que réchauffement climatique, dégâts des eaux, pollution, utilisation de ressources minières, et voilà. Et tout ça, si on maximise tout ce processus, s'il est décuplé avec l'utilisation des IA, eh ben, on peut avoir des conséquences très très négatives sur le réchauffement climatique. On peut dérégler un peu le système, on peut quasiment étouffer les humains, et ce qui fait que il y aura plus de ressources pour les humains et le système économique fait par les IA peut continuer de fonctionner parce que lui, il ne requiert que de l'énergie pendant qu'il étouffe les humains progressivement à cause des externalités négatives via l'augmentation du PIB ou ce genre de choses. Alors, je sais bien que il y a des études récentes qui montrent que le PIB n'est pas forcément corrélé à des externalités négatives, mais ça a été le cas dans le passé. Et si on n'est pas soigneux, enfin, si on n'est pas précautionneux vis-à-vis de tous ces risques, c'est quelque chose qui peut arriver. Euh, donc, ouais, ça m'a l'air d'être l'un des scénarios les plus plausibles. Mhm. Automatisation progressive de l'économie et des externalités négatives à l'échelle systémique qui font que ça se passe pas bien. Et parfois, certaines personnes parlent aussi d'intelligence artificielle à la recherche de pouvoir, power seeking. Euh, Est-ce que ça, tu pourrais aussi expliquer ce que c'est? Puis, est-ce que c'est quelque chose qui te semble probable, une sorte de capacité comme ça qui pourrait émerger d'IA de niveau humain ou même en deçà du niveau humain? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouais, euh, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup, ouais, qui fait, il y a beaucoup de débats sur ça. Alors, les intelligences artificielles qui sont power seeking, déjà, il faut donner quelques exemples. Mettons que j'automatise ma startup et que je demande à mon IA, OK, maximise-moi mon revenu, mon chiffre d'affaires. Une stratégie qui peut être utilisée, c'est OK, je fais plus de ventes et tout, mais je peux aussi faire des choses qui sont un peu plus pernicieuses. Par exemple, je vais faire de la communication, je vais faire de la pub, mais je peux aussi faire de la publicité qui est mensongère. Je peux aussi faire des choses qui sont putaclic. Je peux aussi faire des choses qui sont... voilà, il y a plein de stratégies de développement qui sont potentielles. Quand je dis je maximise mon PIB, en fait, en sous-jacent, j'ai dit plein de choses. Et peut-être que l'une des stratégies qui est sous-jacente, instrumentale,
pour maximiser mon PIB, c'est de prendre davantage le pouvoir sur différents systèmes. Et pour donner un petit peu un exemple concret d'une IA qui est effectivement, entre guillemets, power seeking avec des conséquences qui sont néfastes. Donc, il y a un jeu qui s'appelle Diplomacy avec une IA qui s'appelle Cicero. Et en gros, on entraîne l'IA sur ce jeu de stratégie qui est un jeu de plateau où il faut aussi négocier. Et ce qu'on observe, c'est que simplement on maximise le taux de réussite de l'IA lors des parties. On fait de l'apprentissage par renforcement. Mais via l'apprentissage par renforcement, via la maximisation de cette métrique de succès, en fait, ce qui se passe, c'est que l'IA apprend à faire de la tromperie et de la manipulation de manière stratégique. Voilà. Donc, et ce, malgré le fait que les développeurs, donc Facebook AI Research, Meta AI, ils avaient filtré le dataset en grande. Donc, le dataset n'était pas parfait, mais ils l'ont filtré, ils ont fait quelques efforts pour que la donnée d'entraînement ne contienne pas de mensonges ou pas trop de mensonges. Et pourtant, l'IA a quand même appris à utiliser ce genre de procédé pour manipuler les différents joueurs et arriver à ses fins. Donc finalement, le power thinking, c'est pas quelque chose qui va arriver plus tard, c'est déjà quelque chose qui existe déjà maintenant dans certains systèmes. Dans certains systèmes, ça existe sous forme limitée. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est ce qu'on appelle un objectif instrumentalement convergent. Ça veut dire quoi, instrumental? Ça veut dire que pour plein d'objectifs, il est instrumental d'acquérir du pouvoir pour pouvoir répondre à l'objectif. Je peux donner un autre exemple d'objectif instrumentalement convergent. Ne pas mourir, c'est instrumentalement convergent pour plein d'objectifs. Par exemple, si on me dit pour demain, il faut que tu aies une bonne note en rédaction, pour que j'ai une bonne note en rédaction, il ne faut pas que je meure avant d'avoir fini. Et c'est ce que Stuart Russell a dit, utilise comme citation. Donc Stuart Russell, c'est un chercheur éminent en sécurité de l'IA qui nous dit You can't fetch the coffee if you're dead. Et donc en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas me ramener mon café, donc si tu es mort. Donc mettons qu'une IA, par exemple, parte chercher du café, cette IA va pas se laisser. Si simplement on maximise la métrique, ramener le café, sans prendre en compte d'autres dimensions qui nous paraissent importantes pour nous humains, telles que être obéissante. S'il y a quelqu'un qui empêche l'IA de me ramener du café, l'IA va dire non, il faut que je ramène mon café, quoi. Donc laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre, entre guillemets. Voilà. Voilà. Ça, c'est un objectif qui est instrumentalement convergent. Et c'est quelque chose il y a certains papiers qui montrent que les IA qui sont tels que GPT-4 exhibent de manière un peu limitée ce genre de raisonnement. Bon, elles ne sont pas encore power seeking, elles sont pas encore. Il n'y a pas encore ce genre de mécanisme de préservation qui émerge, mais elles ont la capacité de raisonner telles que des agents qui exhiberaient cette capacité. Par exemple, si on les met dans des pièces de théâtre et on leur dit ok, faites comme une IA qui serait méchante et qui serait power seeking, on peut leur faire raisonner de cette manière-là, même si de base elles ne raisonnent pas comme ça. Donc ça, c'est pour ChatGPT. Donc ChatGPT ne raisonne pas comme ça de base, mais a la capacité de pouvoir le faire. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsque on maximise brutalement des métriques, telles que ce qui s'est passé dans l'IA Cicero, où on maximise juste la métrique de succès, c'est ça qui arrive. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que le monde réel n'est pas si différent que ça du plateau Cicero. Le monde réel, c'est aussi plein d'interactions qui sont possibles avec les gens. On peut discuter avec le langage, on peut faire des coups, et l'utilisation du mensonge peut favoriser parfois peut-être une stratégie qui peut être utilisée par certains humains. Moi, j'ai envie de dire que même si ce n'est pas quelque chose qu'on observe aujourd'hui, si on n'est pas précautionneux dans le futur, on pourrait effectivement observer ça de manière un petit peu systématique.
Et pour faire face à tous les risques qu'on vient de lister, qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement? Quelles seraient les principales solutions qu'on pourrait apporter à tout ça? Alors, je pense que les solutions, déjà, il faut être clair sur le fait qu'il n'y a pas une seule solution qui va résoudre l'entièreté des risques que je viens d'énumérer. Hmm. C'est un petit peu comme si tu posais la question, ok, c'est quoi la solution au réchauffement climatique? Ben, plein de choses. Il n'y a pas qu'une seule, il n'y aura pas un patch miracle qui va tout résoudre. Ça n'existe pas. Maintenant, on peut quand même faire des choses et on peut essayer de travailler par classe de risque. Mettons par exemple qu'on travaille sur, qu'on travaille sur les risques de mauvaise utilisation des IA. Ben, la première manière de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème, c'est que les modèles qui sont très puissants et qui sont capables de faire beaucoup de problèmes, eh ben, une première technique, c'est de les monitorer et de les défendre derrière des API. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit disponible un petit peu à tout le monde, il faut les mettre derrière les laboratoires. Et les laboratoires sont chargés de monitorer l'utilisation des IA. Par exemple, s'il y a des gens qui essayent d'utiliser les IA pour faire des deepfakes ou pour faire des attaques de cyberattaques, eh ben, les utilisateurs peuvent être fichés. Ils connaissent les utilisateurs doivent utiliser, on va dire, leur carte bancaire et leur carte d'identité. Et du coup, on connaît les utilisateurs de la même manière que les banques connaissent leurs utilisateurs. C'est ce qu'on appelle la stratégie Know Your Customer. Et voilà, juste c'est une loi bancaire, hein. Les banques n'ont pas le droit d'ouvrir des nouveaux dossiers de banque s'il n'y a pas de carte d'identité, etc. Et donc on pourrait faire pareil pour les IA qui sont très puissantes et qui peuvent poser des problèmes. Maintenant, c'est pas une stratégie qui paraît c'est une stratégie, ça, qui paraît pas très cool pour les gens qui pensent que ça crée une centralisation du pouvoir pour les laboratoires. Et du coup, une stratégie complémentaire à ça, ce serait ce qu'on appelle la defense acceleration, c'est-à-dire accélérer la défense. Ça, c'est une stratégie qui a été proposée par Vitalik Buterin, le fondateur de l'Ethereum. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est que, en gros, la centralisation, ça peut poser des risques systémiques. Il y a un trade-off avec le fait que, par exemple, si on met des modèles derrière des API, ça va créer un risque de centralisation. Et peut-être que si toutes les entreprises dans le monde utilisent l'API d'OpenAI, ben, ouais, ça donne beaucoup trop de pouvoir à OpenAI. Ça peut créer des risques de value lock-in, ça peut créer de la fragilité, c'est pas très robuste, etc. Ok. Donc, une autre stratégie, ce serait par exemple de décentraliser et de rendre les IA open source de telle manière à ce que ce soit disponible à tout le monde et que tout le monde puisse se défendre. Et ouais, le truc c'est que du coup, ce qu'ils essayent de faire, ce paradigme de defense acceleration, ce serait par exemple essayer de faire en sorte de créer le vaccin, enfin accélérer la création d'usines de vaccins plutôt que accélérer la création de la gain of function research, par exemple, la recherche qui crée des nouveaux pathogènes. Donc voilà, on essaye d'accélérer les technologies de défense. Et si on fait ça à l'échelle de la société, ben peut-être que ce qu'on peut essayer de faire, c'est se préparer pour plein de risques, vacciner un petit peu la société contre plein de risques, trouver des techniques qui permettent, qui sont disponibles à la majorité des utilisateurs qui permettent de se défendre. Et de manière un petit peu imagée, ce serait comme si on essayait de mettre pour toutes les portes de toutes les maisons du monde, on installe un loquet, un cadenas. Et ouais, ça permet à tout le monde de se défendre. Donc, ces deux stratégies que je viens de décrire sont un petit peu en tension. Hein. La stratégie Know Your Customer et mettre les modèles les plus puissants derrière les API, ça peut être en contradiction avec on déploie de manière open source les modèles et tout le monde peut se défendre. Si vous voulez, c'est un petit peu la différence entre on a la police qui a, on va dire, le monopole de la violence, qui est capable de monitorer l'usage des armes, etc. Et donc ça, c'est la police en France, versus aux États-Unis, tout le monde a le droit de prendre une arme et de se défendre et
faire ce qui est nécessaire pour se défendre. Voilà. Donc, c'est deux modèles qui sont vraiment radicalement différents. Les gens sont vraiment pas tout à fait au clair sur c'est quoi le mieux. Moi aussi, j'ai quelques incertitudes. Mais ce qui est important de dire, c'est que, en gros, le problème, il y a quand même un problème qui, moi, me paraît être clé et que j'ai pas encore résolu pour essayer de me décider vers quoi est-ce que je balance. C'est ce qu'on appelle le problème de la offense-defense balance. En gros, est-ce que c'est plus simple d'attaquer ou de se défendre? C'est quoi la tâche la plus simple? Et moi, ça me paraît être vraiment une question qui est centrale, en fait. Parce que si... Je donne un exemple. Qu'est-ce qui est le plus simple entre parcourir tous les GitHub de la Terre et essayer de voir genre s'il y a des vulnérabilités dans l'un des GitHub et de réparer toutes les vulnérabilités qu'on a trouvées. Donc ça, c'est la défense. Ou alors attaquer, c'est-à-dire trouver une vulnérabilité et l'exploiter. Et ça, c'est une question qui, voilà, donc c'est une manière de formaliser cette question. Et peut-être que c'est pas la bonne manière de formaliser cette question parce que, enfin, peut-être que genre exploiter une vulnérabilité, c'est peut-être pas suffisant pour mettre à mal le système. Hein. Genre, on voit aujourd'hui qu'il y a quand même un peu plus de résilience que ça en cybersécurité, mais on voit un petit peu qu'il n'y a pas de raison pour lesquelles la défense serait plus simple que l'attaque. Ça, du coup, je laisse cette question ouverte. Un autre truc qui me paraît assez important, c'est de dire que je pense que les modèles qui sont vraiment capables de faire beaucoup, beaucoup de mal, il faut qu'ils soient réglementés, mais que les citoyens aient aussi accès à des stratégies de défense et à des choses qui permettent de se défendre. Je pense qu'il faut faire un petit peu des deux. Et il faut mettre en open source la donnée. Par contre, il ne faut pas mettre en open source les modèles qui sont trop dangereux. Parce que si on met en open source les modèles qui sont trop dangereux, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut les fine-tuner, même si on met en place des défenses, même si on aligne ces modèles, pour pas que leur propensité à être utilisée pour le mal soit grande. Et ben, le problème, c'est que en fait, c'est très très facile de contourner ces mesures de sécurité. Je donne un exemple. Il y avait Llama. Donc Llama, c'est un modèle comme ChatGPT qui a été entraîné par Facebook, Meta, AI. Et ils ont vraiment dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pour l'aligner d'une certaine manière et le rendre honnête. Mais ensuite, ils l'ont mis en open source. Et ensuite, il y a un groupe de recherche qui a montré que pour seulement 200 €, 200 $, eh ben, il est possible d'enlever les barrières de sécurité, d'entraîner un petit peu plus le modèle et de l'entraîner de telle manière à ce qu'il soit toxique ou lui faire n'importe quoi. Donc, on voit qu'il y a vraiment une différence entre la quantité d'efforts qu'il faut faire pour rendre robustes les modèles et la quantité d'efforts qu'il faut faire pour enlever les barrières de sécurité à partir du moment où c'est open source. C'est vraiment très très dissymétrique. Et ensuite, il faut voir un petit peu ce qui se passe, quoi. C'est un petit peu un choix sociétal. Est-ce qu'on veut que tout le monde porte des armes à feu et se défende, ou est-ce qu'on préfère que ce soit centralisé par la police qui gère un petit peu qui est le monopole de la violence, entre guillemets. C'est vraiment deux modèles très différents. Et là, ce que je viens de dire déjà, sur les usages malveillants, je précise que ça s'intéresse surtout pour les IA qui sont utilisées de manière offensive. Hein. Mais par exemple, si on imagine tout à l'heure notre scénario de dictateur qui utilise l'IA pour faire de la censure, en vrai, je peux pas faire grand-chose contre ça. Enfin, si... la solution, c'est quoi? Il faut que les gens soient gentils. Bon, très bien. Ça va pas être très facile. Mais en vrai, c'est pas ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est pas qu'un problème technique. C'est un problème socio-technique qui demande vraiment des collaborations interdisciplinaires et qui demande ce sera pas juste voici la solution, c'est ces lignes de code, vous mettez ces lignes de code dans votre IA et ça va fonctionner. Malheureusement, je pense que c'est plus compliqué que ça.
Bah, déjà, je trouve ça très intéressant et puis c'est chouette du coup que des gens réfléchissent à ça. Je trouve qu'il faudrait que enfin ces gens soient beaucoup plus nombreux que ce qu'ils sont actuellement pour faire ça. J'ai l'impression que il y a vraiment une course à la capacité, à augmenter justement les capacités de ces IA, mais un peu moins à la sécurité quoi. Et et ça serait bien, je pense, parce que c'est le cas dans toute industrie mature, finalement, la sécurité prend une place quand même assez importante dans l'aviation ou dans d'autres industries qui peuvent être à haut risque si mal gérées. Ben, il y a beaucoup de sécurité, beaucoup d'argent qui est investi dans la sécurité. Et pour l'instant, c'est pas particulièrement le cas dans l'IA, donc j'espère que ça va pouvoir se développer, quoi. Et ouais, et d'autant plus que pour moi, je pense vraiment que créer des IA qui sont robustes et dont on peut avoir confiance, dignes de confiance, c'est vraiment nécessaire pour que l'intelligence artificielle prenne son envol d'une certaine manière. Si aujourd'hui on est content de monter dans des avions, c'est parce qu'on sait qu'ils sont robustes, qu'ils sont sûrs, qu'il n'y a pas de problème d'accident, qu'il n'y aura pas de soucis. Et malheureusement, avec les IA, et c'est ce qu'on observe aussi, enfin, les industriels ne peuvent pas déployer les systèmes d'IA dans des systèmes critiques, tels que les avions, ou tels que les banques, mettons, ou ce genre de choses, ou pour des voitures autonomes. Alors, il y a quand même pas mal de progrès en voiture autonome. Ceci dit, il y a déjà des tests qui sont réalisés dans certaines villes aux États-Unis. C'est cool. Mais tout de même, on n'a pas autant de garanties que pour des systèmes critiques tels que les systèmes de pilotage automatique dans les avions. Et ouais, je pense que si on réussissait à créer des systèmes d'IA dignes de confiance, vraiment robustes, ça permettrait vraiment de... Genre, c'est pas contre... C'est pas, ça peut être vraiment aligné avec à la fois l'innovation et la compétitivité économique. Hmm. Et tu vois, je pense que par exemple que l'Europe, aujourd'hui, ben, l'Europe essaye de jouer un peu les biscottos contre les États-Unis, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de puissance de calcul, etc. Et on essaye ouais, de tirer un petit peu notre épingle du jeu dans la course aux IA. Mais je pense que quelque chose que pourrait faire l'Europe, qui a été de manière historique ben, très compétente sur les thématiques de robustesse, par exemple, on le voit avec Airbus en France, Toulouse, ce sont des thématiques qu'on peut maîtriser. Euh, ou même les réseaux électriques de France. Enfin, c'est vraiment des prouesses d'ingénierie incroyables pour avoir un système électrique qui soit vraiment fiable et une grille électrique où il n'y a pas de soubresaut et qui soit vraiment très fiable pour, par exemple, alimenter les hôpitaux et pas qu'il y ait de problème pendant qu'un chirurgien coupe au scalpel un patient. Enfin, ça, c'est des choses qu'on oublie, mais qui sont nécessaires pour faire fonctionner une civilisation de manière robuste. Et du coup, avoir des IA qui ne nous font pas de surprise, qui sont sûrs, je pense, c'est vraiment aligné avec l'utilisation économique, l'innovation, et peut-être que l'Europe, qui peigne un peu, enfin, pêche un petit peu en capacité de calcul, pourrait essayer de trouver une niche, effectivement, en sécurité de l'IA, ou en robustesse, ou ce genre de choses, pour essayer ouais, de, ouais, de trouver sa niche dans cette course. Euh, et voilà, je peux m'arrêter là. Ouais, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, comme tu le disais, tu as exploré un petit peu les différentes possibilités de solutions pour les usages malveillants. Au niveau des autres risques, qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Ok, quelles sont les solutions aux problèmes systémiques? Alors, les problèmes systémiques ne sont pas unidimensionnels. Ils sont très. euh, ouais, genre, il n'y en a pas qu'un seul et ils sont vraiment très variés. Du coup, il n'y a pas une seule solution pour tous ces problèmes. Il faut appliquer un framework qui est robuste et qui va pouvoir être adapté en fonction de ces différents problèmes et qui va pouvoir suivre l'évolution des IA, voir un petit peu quels sont les problèmes qui sont en train d'émerger dans la société, et au fur et à mesure que ces problèmes émergent, on les répare au fur et à mesure. Donc là, pour les problèmes systémiques, je ne vais pas donner une solution, je vais donner plutôt une méthodologie pour réfléchir à tout ça. Alors ça, c'est vraiment, enfin, c'est un petit peu ma manière de réfléchir à ces problèmes.
Donc pour moi, il y a 3 axes principaux qui vont faire la différence. Le premier axe, c'est vraiment la première étape, c'est déjà se soucier des problèmes. C'est ce que j'appelle la safety culture. Faire en sorte qu'on ne va pas résoudre les problèmes si on les met sous le tapis. Il faut, pour faire en sorte que les solutions soient adoptées à l'échelle systémique, il faut que ça devienne quelque chose qui préoccupe les uns et les autres. Et ouais, donc safety culture, culture de la sécurité, c'est quelque chose qui est très très présent dans l'industrie aérospatiale. Les gens font vraiment plein d'efforts pour faire en sorte que les avions soient robustes et qu'il n'y ait pas de soucis. Mais voilà, c'est vraiment un processus qui est très vaste. Ça passe par l'éducation, ça passe par la création de standards. Par exemple, au début de l'industrie aérospatiale, les avions n'étaient pas sûrs. Et juste, les utilisateurs se sont plaints du fait que c'est pas sûr. Et au fur et à mesure, on a créé toute une industrie qui est garante de la sécurité du processus industriel des avions. Voilà, la safety culture peut transformer des industries et c'est vraiment un processus qui est très puissant. Et si on arrive au bout de ce processus, on peut vraiment réduire beaucoup, beaucoup de risques de manière robuste. Donc, comment est-ce qu'on fait pour augmenter la safety culture? On peut publier des lettres ouvertes, ou on peut faire la promotion de la safety culture, on peut faire des formations, on peut essayer de créer plus de consensus autour de la sécurité des IA, et on peut essayer de faciliter l'utilisation de solutions techniques. Voilà. Donc tout ça, alors, par exemple, je pense une solution qui est vraiment très très importante aujourd'hui, c'est créer du consensus. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de consensus scientifique entre les différents experts, on l'a vu tout à l'heure avec les 3 prix Turing, créer un groupe GIEC pour les risques de l'IA, ça me paraît vraiment une très très bonne. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec Yoshua Bengio qui est à la tête de ce groupe GIEC des risques de l'IA. Donc voilà, je pense, j'attends beaucoup ce rapport et je pense que ça fera vraiment du bien pour avoir plus l'état de l'art et voir un petit peu le niveau des discussions au plus haut niveau. Donc ça, c'est la partie safety culture. Très bien. Maintenant qu'on a de la safety culture, on sait que les gens vont faire attention à tout ça. Ok. Maintenant qu'on a de la safety culture, notamment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'on peut essayer d'aligner les incitations économiques avec la safety. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que malheureusement, on a une course à l'armement des IA les plus en plus puissantes. Et ouais, c'est un peu une course vers le bas au niveau des mesures de sécurité. C'est-à-dire que la sécurité ralentit le développement des IA. Et on l'a vu avec les navettes Challenger. C'est Challenger qui a explosé, enfin je sais plus. Mais en gros, la NASA, les managers de la NASA ont dit on n'a pas le temps et tout, il faut qu'on speed pour qu'on soit pour pouvoir déployer la navette à cette date donnée. Et malheureusement, quand on prend pas toutes les précautions, quand on accélère et on met trop de pression pour aller vite, il y a des problèmes, il peut y avoir des problèmes même catastrophiques. Et tout ça, pour éviter ce genre de problème, il faut essayer d'aligner les incitations économiques avec la sécurité. Et ça se fait par la gouvernance de l'IA. Donc, une première manière d'aligner les incitations économiques avec la sécurité, c'est de dire, donc il y en a plusieurs, mais par exemple, c'est ce qu'on appelle les Stop and Assist Clause. Alors, ça n'existe pas vraiment aujourd'hui, mais c'est plus un modèle imagé qui pourrait exister. Donc, ça ressemblerait à quoi? Donc, les différents laboratoires sont en train de faire la course pour créer des IA de niveau général. Ce qu'on pourrait essayer de faire, ce serait, dès qu'il y a une entreprise qui a des IA qui dépassent un niveau de capacité, les autres IA, les autres laboratoires s'arrêtent et assistent le laboratoire qui est en train de créer, qui est en train de créer une IA qui est très puissante. Un autre framework qui est possible, ce serait par exemple
de faire en sorte que la responsabilité légale en cas d'accident incombe aux développeurs, par exemple au CEO et au CTO de l'entreprise qui développe l'IA. Et si on fait ça, par exemple, on aligne un petit peu les incitations économiques avec, si on met par exemple, si on dit que il y aura des grosses pénalités pour les entreprises qui font n'importe quoi, et si on met la responsabilité juridique sur eux, c'est une autre manière d'aligner les incitations économiques avec la sécurité. Maintenant, donc il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects à la gouvernance de l'IA. Je ne peux pas être très exhaustif, mais les deux trucs qui sont assez importants, c'est augmenter la coopération et la coordination internationale, étant donné qu'on a un peu une course vers le bas, une course à l'armement. C'est important que les différents acteurs se parlent et se coordonnent et essayent de mettre en place un framework un peu systémique qui permet d'éviter ce genre de processus qui peut être délétère. Et mettons maintenant qu'on a une gouvernance de l'IA qui est solide, qu'on a aligné les incitations économiques et qu'on a aussi la safety culture. OK, qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans les différents laboratoires qui créent des IA pour que ça se passe bien? Et bien tout ça, ça s'appelle la sécurité organisationnelle, organizational safety. Et du coup, ok, maintenant on vit dans un monde un petit peu idyllique, hein, c'est pas encore le monde dans lequel nous sommes, mais c'est un monde où tout le monde prend en considération les risques. Il y a un petit peu un consensus qui s'est fait progressivement par la safety culture, et la gouvernance de l'IA a progressivement aligné les incitations économiques avec les incitations avec avec la sécurité. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on met en place dans les différentes organisations pour que ça se passe bien? Eh bien, là encore, malheureusement, il n'y a pas une seule solution. Il faut mettre en place tout un framework qui va nous permettre de réduire les risques. C'est un petit peu comme si on disait, OK, qu'est-ce que fait la NASA pour réduire les risques de catastrophe en cas de mission Apollo? Il n'y a pas une seule réponse, c'est plein de mesures qui sont systématisées. La NASA, en fait, c'est pas genre juste on fait ça et c'est bon, c'est réglé. Non, ce qu'ils utilisent, c'est plus des listes qui sont énormes, des cahiers entiers de processus. Ils utilisent des checklists et voilà, il faut vérifier que tous les éléments sont bien cochés, qu'on a bien respecté les procédures. Donc, l'une des premières choses qu'on peut faire, c'est par exemple nommer un responsable des risques, Chief Risk Officer, qui peut avoir un droit de veto en cas de développement trop rapide, trop rapide et incontrôlé des IA. Mais on peut aussi mettre en place des équipes de red teaming au sein des laboratoires qui vont essayer de casser les mesures de sécurité qui ont été mises en place et de challenger un petit peu tout ça pour voir si c'est solide ou si c'est pas solide. On peut essayer de mettre en place des frameworks de risk management avec des systèmes, des laboratoires qui vont auditer d'autres laboratoires. Par exemple, c'est ce qui s'est passé avec GPT-4. Il y a un laboratoire qui s'appelle ArcEval et qui aujourd'hui a été renommé en METR, qui fait de la métrologie sur les systèmes d'IA et qui essaye de mesurer les capacités dangereuses, qui regarde, ok, est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de ces capacités dangereuses, est-ce que l'IA est capable de faire ça ou de ne pas faire ça. Et voilà, c'est bien de faire de l'évaluation de modèles, et c'est un organisme indépendant qui audite les IA qui sont créés au sein d'OpenAI. Ça, c'est bien, c'est un premier jalon dans la création d'un écosystème d'IA plus sain. Voilà. Donc je récapitule. La première étape, c'est de créer une safety culture, de faire en sorte qu'on a plus de consensus sur ce problème. Ensuite, on peut passer à la gouvernance de l'IA et essayer d'aligner les incitations économiques avec la sécurité. Et la dernière étape, c'est mettre en place de la safety organisationnelle et de mettre en place un petit peu comme ce qui s'est passé à la NASA. Si on veut éviter, par exemple, tout à l'heure, je racontais le problème du sign flip, c'est-à-dire ils ont oublié un moins dans leur code et du coup, on maximise la toxicité à la place de maximiser l'honnêteté. Voilà.
Ça, Mm. c'est un problème bête et il n'y a pas trop de solutions. La seule manière d'éviter ce genre de problème, c'est d'être très précautionneux, de suivre des procédures, de regarder ce qu'il y a dans les checkbox et de ticker toutes les checkbox. Voilà. Ouais, ouais. Et ben, merci beaucoup encore une fois pour toutes ces solutions. C'est vraiment impressionnant tout ce qui se développe à ce niveau. C'est cool aussi de voir à quel point c'est pensé, et puis les différentes choses qui sont possibles. Du coup, si tu veux faire la même chose avec les risques les plus compliqués apparemment, donc les risques de non-alignement, quelles seraient les solutions possibles? Yes. Alors, déjà, il faut bien voir que les solutions qu'on a actuellement sont insuffisantes. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ce qu'on utilise, c'est des techniques qui sont basées sur, par exemple, on filtre les datasets, ou on utilise l'IA et on fait des procédures comme RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback, qui, en gros, lorsque l'IA fait quelque chose de bien, on lui dit ben, c'est bien. Lorsque l'IA fait quelque chose de mal, on lui dit c'est mal. Et on fait ça plein de fois, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Voilà. Et on fait ça beaucoup de fois. Le problème, c'est que ce genre de technique n'est pas très robuste et il y a plein de petites failles qui existent dans ce genre de choses. Par exemple, on l'a dit tout à l'heure, ChatGPT, ils ont pris vraiment 6 mois pour essayer d'aligner les IA et malgré cela, ce qui s'est passé, c'est que on est toujours capable de lui faire des choses mal. Genre, moi, j'ai des amis qui travaillent en évaluation de modèles à Prism Eval qui sont capables très facilement de faire dire n'importe quoi à ChatGPT. Genre les choses les plus horribles, c'est faisable. Genre, il n'y a vraiment pas de borne supérieure à la méchanceté qu'on peut leur faire dire. Et du coup, et pourtant, vraiment, OpenAI, ils ont essayé. Hein, ils ont essayé très très fort. Hein, ils ont vraiment payé plein de gens pour essayer d'annoter des datasets, filtrer comme il faut la donnée et dire c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Et voilà, ça ne suffit pas. Un autre exemple de problème, c'est il y a un papier qui s'appelle The Sleeper Agent. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entraîné une IA pour être manipulatrice, enfin déceptive, manipulatrice. Et ce qui s'est passé, c'est que ensuite, après avoir créé cette IA euh, ouais, manipulatrice de manière cachée, ils ont essayé de l'entraîner pour retirer ce genre de comportement néfaste. Et malheureusement, ils ont utilisé toute leur panoplie, tout l'inventaire de techniques pour aligner les IA, pour retirer ce genre de comportement, et ça n'a pas réussi. Donc voilà, je récapitule, les techniques actuelles sont insuffisantes, et c'est pour ça qu'on a besoin de chercher de nouvelles choses. Alors, peut-être qu'avant de rentrer dans les stratégies plus élaborées, il faut déjà que j'explique pourquoi des stratégies un peu naïves ne peuvent pas suffire. Par exemple, il y a des gens qui pensent que les lois d'Asimov pourraient suffire. C'est quoi les lois d'Asimov? C'est par exemple dire, OK, un robot ne doit pas faire de mal à un humain par l'action ou par l'inaction, ou un robot ne doit obéir aux ordres donnés par un humain, à part si il y a des conséquences négatives qui sont trop grandes et qui rentreraient en conflit avec la première loi. Et la dernière loi, c'est un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection de son existence ne rentre pas en conflit avec la première et la deuxième loi. Voilà. Donc ça, c'est les lois d'Asimov. Mais le problème, c'est que ce genre de loi, qui paraît relativement simple hein, et qui paraît tout à fait, non, ça paraît tout à fait légitime d'essayer d'implémenter ça, ben, sur des scénarios qui sont complexes, sur les scénarios du monde réel, ce genre de loi est trop simple et trop vague. Et ouais, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire le bien, le mal? Genre, il y a toujours des frontières qui sont très floues. Et ce qu'on peut voir, c'est que même avec genre, ce que fait Asimov, en fait, dans son roman, c'est qu'il montre que ben, ça se passe pas très bien dans ce genre de situation où juste on demande aux IA de respecter ce genre de principe. Aujourd'hui, de manière très pratique, il y a des IA qui s'appellent, il y a des techniques qui s'appellent par exemple les techniques d'IA constitutionnelle, constitutional AI, où à la place de dire c'est bien, c'est mal à une IA, on lui donne une liste de principes, et à partir de cette liste de principes, il faut qu'elle se dise à soi-même c'est bien, c'est mal. Mais c'est elle-même qui se dit c'est bien, c'est mal en fonction de cette liste de principes
Et cette liste de principes, on l'appelle la Constitution. Hmm. Ben, malheureusement, ça ne change pas vraiment la donne. On a les mêmes problèmes qu'avec les IA qui sont entraînées par OpenAI. Donc, même les IA d'Anthropic qui sont entraînées avec Constitutional AI, ça ne fonctionne pas. Et donc cette classe générale de solutions, qu'on peut nommer la classe des lois d'Asimov, ne fonctionne pas. Maintenant, on pourrait se dire, ok, mais peut-être que si on entraîne l'IA comme un enfant, ça pourrait fonctionner. Mais en fait, ben non, pas du tout. En fait, entraîner une IA comme un enfant, ça voudrait dire, par exemple, ben, on filtre comme il faut la donnée. Et c'est comme si, par exemple, on ne la laisse pas accéder sur des sites internet qui sont pour adultes ou ce genre de choses. Hein. Mais en fait, une IA qui est intelligente, eh ben, elle pourrait elle-même naviguer sur internet et genre, utiliser l'information contextuelle qui est sur internet pour faire des choses, si elle est détournée par des mauvais utilisateurs. Il y a aussi le problème que un loup, même si on lui dit de faire, enfin même si on éduque un loup tel qu'un chien, ben, le loup va pas devenir domestiqué très facilement. Il y a des choses qui sont aussi de la génétique, qui sont nécessaires. Il y a des choses qui sont nécessaires de manière architecturale pour que, euh, pour que ça fonctionne comme il faut. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de très bonne architecture. Donc aujourd'hui, on utilise des architectures qui sont monolithiques, c'est-à-dire qu'on a juste un ensemble de poids qui constitue l'IA, qui ensuite peut faire plein de choses différentes. Et il n'y a pas un endroit dans cette architecture qui va implémenter des aspects plus moraux, etc. Bon, ça, c'est ce que disent les gens. Moi, en vrai, je suis plutôt favorable à ce que tout de même on fasse l'effort d'élever les IA, de filtrer la donnée et d'essayer au maximum d'être précautionneux et de mimiquer un petit peu ce qu'on fait avec les enfants et de pas trop donner d'informations sensibles pendant l'entraînement des IA et de protéger les sites pour adultes aussi pour adultes. Je pense que ça aide tout de même, hein, même si c'est pas des solutions parfaites. Mais disons que par exemple, pour l'IA Cicero, on s'en souvient, même si on a filtré la donnée, elle a quand même appris d'elle-même à faire de la manipulation de manière stratégique. Donc, en vrai, et on s'en souvient aussi, aux échecs, l'IA part de rien du tout. L'IA part vraiment de rien du tout, et pourtant apprend d'elle-même des choses parce que, ouais, juste de la même manière que les humains peuvent apprendre, ben, les IA peuvent aussi apprendre et découvrir des choses. Donc, c'est pas une garantie très robuste de filtrer la donnée à l'entrée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution naïve très très satisfaisante pour des IA qui auraient un niveau de compétence qui c'est à peu près du niveau humain. Alors, ce que je viens de dire est un peu controversé. Il y a des gens qui pensent que, effectivement, les solutions actuelles peuvent suffire, mais je dirais que quand même la majorité des gens qui travaillent dans la sécurité de l'IA sur l'alignement pensent que les solutions actuelles ne suffisent pas, notamment si on crée des ZGI qui maximisent des métriques et qu'on les déploie de manière un peu brutale, ça peut. On n'a pas de technique aujourd'hui qui permet disons, de se prévenir de tous les maux que ça pourrait produire. Disons qu'un autre problème assez fréquent qu'on observe chez les IA, c'est le fait que lorsque ChatGPT dit quelque chose, on lui demande de faire un raisonnement, eh bien, la réponse finale peut ne pas correspondre au raisonnement. Et le raisonnement qui est apparent peut ne pas correspondre au raisonnement qui est effectivement effectué par l'IA en sous-jacent. Le raisonnement apparent ne correspond pas au raisonnement sous-jacent qui est masqué. Ça, c'est exhibé dans un papier récent d'Anthropic qui montre que c'est ce qu'on appelle la capacité de chain of thought reasoning, c'est-à-dire essayer de faire des chaînes de pensée. On pense que c'est du raisonnement, on pense que c'est vraiment ce qui est utilisé pour l'IA pour répondre à la question, mais non en fait. Il y a plein de manières de faire qui montrent que ce chain of thought reasoning ne correspond pas vraiment au raisonnement sous-jacent. Et du coup, une manière de faire qui, je pense, est pas mal intéressante quand même pour essayer d'avoir des IA qui soient transparentes, c'est entraîner les IA à décomposer au maximum le raisonnement. Pendant l'entraînement, ce qu'on peut faire, c'est à la place de demander à l'IA de répondre directement à la réponse, on lui demande de
faire un raisonnement qui est très très décomposé. Et c'est la différence entre entraîner une IA end-to-end, on donne une entrée et on l'entraîne à sortir directement la réponse, et du coup on n'a pas de garantie sur ce qui se passe dans le raisonnement en sous-jacent. Par contre, si on entraîne l'IA vraiment à donner chacune des étapes de raisonnement et on l'entraîne à vraiment maximalement décomposer son raisonnement, eh ben, peut-être qu'elle ne sera pas du tout habituée à faire un raisonnement plus rapide. Et du coup, on a un peu plus de garantie sur le fait que, ben, ok, elle va vraiment raisonner de manière explicite, entre guillemets, à l'oral, avec du texte. Et ensuite, ce texte, on peut le lire et le vérifier, quoi. Et ça, c'est plutôt bien. Euh, c'est pas une solution totale, hein. Je peux expliquer par la suite pourquoi, mais c'est beaucoup mieux que des IA qui sont juste entraînées à donner une réponse sans justification. Et c'est beaucoup mieux que des IA qui n'utiliseraient même pas le langage. Par exemple, il y a beaucoup d'IA, par exemple en robotique ou dans les jeux vidéo, qui n'utilisent pas le langage du tout. Je préfère avoir une IA qui utilise le langage et qui justifie ses raisonnements avec le langage, parce que ensuite, ce langage, eh ben, on peut le vérifier étape par étape, brancher une IA qui est un peu moins intelligente, disons, et qui va lire l'entièreté des chaînes de raisonnement et qui vérifie s'il y a des anomalies ou non. Ça donne beaucoup plus de contrôle. C'est comme si, genre, s'il y a quelqu'un qui essaye de faire du mal, et ben, à un moment donné, disons, donc soit il réfléchit dans sa tête, soit il prend une feuille de papier et il écrit comment est-ce qu'il ferait pour faire du mal et il fait une planification à long terme pour essayer de faire des choses qui sont pas cool. Et s'il y a des choses qui sont pas cool, qui sont effectivement mises sur papier, eh ben, on peut les repérer et dire à l'IA, ben non, c'est pas cool ce que tu fais, on t'arrête et on va t'entraîner pour que tu fasses pas ça à nouveau. Voilà. Donc, toute cette classe de solutions que je viens de dire, faire en sorte que l'IA soit davantage transparente, c'est ce qu'on appelle les transparent thought hypotheses. En gros, il y a plusieurs hypothèses. Déjà, la première hypothèse, c'est que la première IA générale va raisonner en anglais, pourra résoudre des tâches complexes en anglais et ne pourra pas trouver un plan pour faire du mal en juste une étape. Il faudra si elle veut trouver un plan pour faire du mal, il faudra qu'elle réfléchisse vraiment et qu'elle détaille son raisonnement sur une feuille de papier, enfin, entre guillemets sur une feuille de papier, mais sur un fichier texte. Et ouais, je pense que c'est plutôt un bon principe et qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a le choix entre développer des IA de cette manière-là ou des IA qui sont entraînées en end-to-end. Et, euh, et je pense que si on a le choix, il faut plutôt choisir des IA qui sont entraînées à réfléchir de manière transparente. Je pense qu'il y a d'autres choses. Une dernière solution qui me paraît intéressante, disons, c'est la solution du contrôle des IA. Donc, il y a une différence entre l'alignement des IA et le contrôle des IA. L'alignement, c'est, ok, l'IA va tout le temps vouloir faire des choses qui sont cool, c'est bien. Le contrôle, c'est même si l'IA veut faire des choses qui ne sont pas cool, eh ben, on a du contrôle sur l'IA, elle reste dans un environnement qui est protégé, elle ne peut pas sortir de la boîte, etc. Et je pense, personnellement, que c'est beaucoup plus simple d'avoir des garanties sur le contrôle que des garanties sur l'alignement. Pourquoi c'est pas simple d'avoir des garanties sur l'alignement? Comme on l'a dit, le raisonnement sous-jacent peut ne pas correspondre au raisonnement apparent, et une IA peut, genre, comme l'IA de Cicero par exemple, elle peut faire de la manipulation de manière stratégique, on ne sait jamais si elle est en train de bluffer ou pas au moment où on parle. Donc voilà, ça c'est peut-être un problème qui fait qu'en en fait, on n'est jamais sûr, genre, tant qu'on n'a pas résolu l'interprétabilité et qu'on n'est pas capable de regarder un peu tout ce qui se passe à l'intérieur du réseau de neurones, ce qui, je pense, est très très compliqué de résoudre, ben, on n'aura jamais de garantie sur l'alignement. Par contre, le contrôle, je pense que c'est plus simple. Pourquoi? C'est parce que euh, faire des évaluations de capacité, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Je donne un exemple. Donc, si on veut savoir si une IA a la compétence de faire une tâche ou non, eh ben,
on peut juste la tester et voir si elle arrive à faire cette tâche. Par exemple, si j'ai envie de savoir si mon IA est capable de sortir hors de la boîte, eh ben, je peux l'entraîner à sortir hors de la boîte et voir si elle arrive à sortir hors de la boîte. Hein. Donc en fait, c'est une tâche qui a une certaine difficulté. Soit l'IA est suffisamment compétente pour faire ça, soit l'IA n'est pas suffisamment compétente pour faire ça. Et de la même manière que je peux mesurer les compétences des IA sur des tâches telles que les mathématiques ou la physique, est-ce que l'IA est capable de faire ce problème de maths ou elle n'est pas capable de faire ce problème de maths, ben, je peux vérifier si l'IA est capable de sortir de la boîte alors que j'ai pris des précautions pour pas qu'elle arrive à sortir de la boîte, qui est une tâche d'une difficulté qui est donnée. Et voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des évaluations de contrôle. Et voir si... Et les évaluations de contrôle, c'est-à-dire voir si évaluer l'IA, si elle est capable de sortir hors de la boîte, c'est des évaluations qui mesurent la capacité des IA. Et mesurer la capacité, c'est beaucoup plus simple que mesurer l'alignement. Parce que pour mesurer la capacité, juste tu entraînes ton IA, tu regardes si elle y arrive ou pas en maximisant l'objectif. Ou même, tu peux faire ça de manière encore plus bourrine, en fine-tunant l'IA pour faire ça, pour sortir hors de la boîte. Et si même après un fine-tuning, elle n'y arrive pas, ben, tu peux être un peu sûr que vraiment, pour de vrai, elle n'a pas les compétences brutes pour le faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des évaluations. Donc c'est ce qu'on appelle du contrôle. Disons que j'ai beaucoup plus d'espoir sur le contrôle pour des IA qui sont très très fortes que d'espoir sur l'alignement. Et il ne faut pas quand même vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que disons que le contrôle, même si on a l'impression qu'évaluer les capacités des modèles, c'est simple, en fait, oui, évaluer les capacités, c'est plus facile qu'évaluer l'alignement, mais c'est quand même très très dur. Je donne un exemple. Je crois que c'est il y a 3 semaines, il y a des gens qui ont trouvé des techniques de prompt engineering qui permettent de faire à GPT-4 des tâches qu'on pensait qui n'étaient pas du tout faisables auparavant avec juste du chain of thought reasoning. Et du coup, le fait qu'encore aujourd'hui, on trouve des capacités émergentes latentes dans les modèles, alors que ça fait quand même plusieurs années qu'on est en train de jouer avec, moi, ça me rend totalement fou. Et du coup, vraiment, on n'est pas capable de dire c'est quoi la capacité supérieure des IA. Le fait, par exemple, que Voyager, l'IA qui joue à Minecraft et qui apprend avec du continuous learning progressivement à juste des tâches de plus en plus complexes jusqu'à pouvoir miner du diamant et créer des épées de diamant, et ben, genre, au moment où ChatGPT était sorti, enfin, au moment où GPT-4 était sorti, personne pensait que ce genre de capacité était possible parce que AutoGPT, qui est quelque chose qui est très similaire, ne fonctionne pas très bien. Et genre, se dire qu'on peut quasiment résoudre Minecraft avec ça, ouais, genre, ça a beaucoup surpris à l'époque. Voilà. Donc, vraiment, le problème, c'est que on peut être surpris de manière un peu de manière continue. Et du coup, ouais, genre évaluer, genre essayer de borner supérieurement les capacités des modèles, c'est vraiment difficile. Et il y a d'autres problèmes qui sont un peu théoriques qui font que je pense que c'est effectivement un problème qui est difficile. Merci beaucoup, Charbel, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup, Shaiman. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.